Bonjour, bienvenue donc à cet entretien qui est proposé par Essibla dans le cadre d'une de ses nombreuses activités consacrées au foisonnement de la pensée en Afrique et dans sa diaspora. L'émission s'appelle Ngokwezi Bonelo, terme zoulou signifiant modèle, exemple. Alors, notre invité, nous estimons qu'à travers son parcours, son expérience, représente, en tout cas peut ouvrir le champ des possibles à cette jeunesse africaine qui est en manque d'exemples et de modèles. Il est un esprit brillant, docteur en philosophie et en égyptologie. Il est de nationalité burkinabé, originaire de la province de Yoba. Mais lui-même se présente toujours comme étant un citoyen africain. Il est né en 1963 en Côte d'Ivoire. Ses travaux portent essentiellement sur les civilisations africaines. Ses pairs le considèrent comme un philosophe et un égyptologue discret, sérieux et efficace. Aujourd'hui, nous allons tenter de mieux connaître l'homme à travers son parcours jusqu'à devenir celui qu'il est aujourd'hui. Professeur Sommet, bonjour. Bonjour. Professeur Sommet, je vais vous laisser, j'ai fait une brève présentation, mais je vais tout de même succinctement vous laisser vous présenter. Ok, je suis Yoporeka Sommet, donc je suis né en Côte d'Ivoire, comme vous l'avez dit, dans une petite ville à côté d'Abidjan, un peu au nord d'Abidjan qui s'appelle Azadié, où mes parents vivaient. C'est là que je suis né. J'ai passé une partie de mon enfance avant d'aller au Burkina. J'ai commencé l'école à Azadié dans des circonstances assez inhabituelles. Parce que le maître d'école de l'endroit où j'étais né était un Burkinabé, un ami de mon père, qui venait du même village. Et je ne sais pas pour quelle raison, mon père me l'a confié, m'a confié à son ami, donc il m'a amené dans sa classe. J'ai suivi, j'ai passé un an là-bas, et puis à la fin de l'année, normalement, je pouvais passer à la classe supérieure. Et à cette année-là, mon père nous a envoyés au Burkina avec ma mère. Et puis, à la rentrée, ma mère m'a amené à l'école du coin, du village, et on m'a dit, bah, tu n'as même pas, tu n'as pas l'âge pour aller en CP1, donc première année de CP. C'était 7 ans à l'époque, je ne les avais pas, je devais avoir autour de 5 ans. Et donc, voilà, donc je suis retourné à la maison. J'étais bien content de rester à la maison, de m'occuper, d'apprendre la vraie vie en compagnie de mon oncle maternel, c'est-à-dire le jeune frère de ma mère, qui était à peine plus âgé que moi. Il m'a appris voilà, les choses de la vie au village. Moi qui étais considéré comme un enfant, alors dans la langue du coin, on les appelle ce genre d'enfants, ceux qui sont nés à l'extérieur de la communauté, ceux qui sont nés en brousse. Donc j'étais considéré comme un enfant de la brousse. Il fallait éduquer selon les normes de la communauté. Et donc, j'ai tout appris avec lui. D'accord. Non, Alors, je considérais comme un frère aîné, et c'était mon oncle maternel. d'accord. Alors, à travers, effectivement, en vous disant de vous présenter, là, du coup, je vous ai laissé un peu anticiper sur mes questions, mais je vais reprendre donc, ça tombe bien. Euh, alors, j'aimerais savoir, cher professeur, euh, qui est, en somme, qui est Yoporika? C'est-à-dire que qui est cet enfant Yoporika? Quand est-il né et pourquoi l'a-t-on appelé Yoporika? Qu'est-ce que ça signifie, Yoporika? OK, voilà. Donc, ça, c'est comme dans la plupart de nos sociétés, je dirais dans toutes les sociétés africaines, de maintenant et d'avant. Les noms ont toujours une signification. Et la signification peut être circonstancielle, liée aux circonstances. Donc, alors moi, je suis né, comme j'ai dit, comme vous l'avez dit aussi, en Côte d'Ivoire, donc loin du terroir familial. Et dans cette communauté-là, chez les Dagara, c'est les grands-parents qui donnent le nom, donc le grand-père, la grand-mère. Donc, et moi, quand je suis né,
Je suis né à un moment où juste quelques mois avant mon grand-père était décédé. Mon père était rentré pour les obsèques et puis est revenu et je suis né à ce moment-là. Et donc il a dit, eh ben, celui qui devait donner le nom à cet enfant-là n'est plus là. C'est ça que signifie Yopore, c'est celui qui donne le nom. Beka n'est plus là, c'est la négation, n'est plus là. Donc c'était, voilà. Donc, voulant dire que si mon grand-père avait été vivant, il m'aurait donné un autre prénom et j'aurais porté un autre prénom. Voilà ce que ça signifie, Yopore. D'accord, d'accord. Alors, y a-t-il des faits, professeur, y a-t-il des faits qui laissaient déjà entrevoir, durant votre enfance, en tout cas, avec le recul, bien entendu, celui que nous connaissons aujourd'hui? Oh, je pense que je ne suis pas la personne la mieux placée pour le dire. Ça aurait pu être mes parents, mais bon, ils sont tous les deux partis, ou des gens qui m'ont connu dans l'enfance. Mais ce que je peux en dire, c'est que je crois avoir toujours été quelqu'un de curieux, qui veut comprendre, qui veut savoir ce qui se passe, qui veut avoir une explication, qui veut apprendre sur le monde, son environnement. C'est ça. Je crois que c'est quelque chose, c'est une constance. Ça, c'est le minimum que je puisse dire. D'accord. Et quel est le meilleur souvenir que vous gardez de votre enfance? Ben, le meilleur souvenir, c'est, enfin, en étant enfant, hein, c'est l'année que j'ai passée à la maison au lieu d'être à l'école. Voilà. Voilà. Donc, avec mon oncle, qu'on était à peu près de la même génération. Il doit avoir peut-être 2 ou 3 ans de plus que moi. Et donc, je viens d'une société où, avant, la relation avec l'oncle maternel, c'est-à-dire les frères de la maman, c'était presque aussi fort, peut-être même plus fort qu'avec le papa. Alors, dans le temps, c'est l'oncle maternel qui dotait la femme que tu épousais, par exemple, et on héritait de lui. Et donc, c'est vraiment, on était considérés comme les enfants de notre famille. Et moi, donc, j'ai eu la chance d'avoir eu un oncle qui était juste à peine plus âgé que moi. Donc, il m'a appris à cultiver, à élever les poulets, à garder les bestiaux, donc les bœufs, les chèvres, les moutons. Et à cette époque-là, il y en avait c'était des troupeaux de plusieurs dizaines de têtes. Donc, et moi qui étais considéré comme un enfant de la brousse, c'est-à-dire un enfant de la ville, il fallait que j'apprenne les choses bon, du terroir. Et donc, ça, ce sont mes meilleurs souvenirs d'enfance. Voilà, il m'a appris à garder les bœufs, il m'a appris à garder les champs, il m'a appris voilà, la vie de l'homme d'Agara. Puisque après ça, je suis parti d'abord pour le secondaire à l'internat, puis ensuite à l'université, ensuite en Europe. Donc, si je n'avais pas eu cette expérience-là, j'aurais certainement été un peu perdu. Bon, ça m'a donné un enracinement dans la société africaine. C'était Et les meilleures années, disons, de mon enfance, autant que je m'en souvienne. d'accord. Et donc, durant cette période, j'imagine donc c'est votre oncle qui était présent. Est-ce que, euh, alors même si vous avez dit effectivement vous étiez plus dans la ruralité, mais est-ce que la politique faisait partie également des discussions? Alors là, on n'est plus vraiment dans l'enfance, mais est-ce que dans l'entourage vous entendiez parler de politique souvent et venant de qui justement? Bon, alors il faut que j'explique que, en fait, moi, je viens d'une famille, disons, de la base de la société. Voilà. Et mon père, ni ma mère n'a été à l'école française, ni leurs parents à eux, de toute façon. Mais c'est aussi une famille, du côté de mon père en tout cas, que je dirais, une famille de résistants, quelque part, sur le plan culturel, mais aussi quelque part sur le plan politique. Parce que il y a une tradition, c'est la tradition orale, hein, que je n'ai pas pu vérifier, qui disait qu'un grand-oncle de mon père avait rencontré Samori Touré lors de ses campagnes dans la région. Et c'était un homme puissant, je crois, qui avait été courtisé par les Anglais, qui a refusé, peut-être par les Français aussi, qui voulaient qu'il devienne
voilà, un sous-chef ou quoi. Et donc, il a dit, lui, il est déjà un chef. Il a appelé un de ses fils comme ça. Il est déjà un chef, donc il va pas être le sous-chef de quelqu'un. Et donc, ça, c'est des choses qu'on nous a racontées étant enfants. Bon. Ça, c'est là. Et encore, même encore aujourd'hui, c'est une histoire qui est racontée pendant les funérailles, par exemple, par les cantateurs. Donc, on évoque, c'est un ancêtre. Euh, voilà, donc, et je considère comme quelqu'un qui a été un résistant contre l'ordre colonial. Maintenant, les discussions politiques dans la famille, non. En fait, la politique, telle qu'on l'a définie, et ça, c'est surtout du côté de ma mère, quand elle employait le terme politique, c'était très négatif. Et ce mot-là, parmi les gens qui sont à la base de la base de la société, comme mes parents, donc c'est souvent des paysans, pour eux, quand ils disent politique, c'est-à-dire la politique, c'est le fait de pouvoir faire en plein jour ce qui est interdit normalement aux personnes ordinaires. C'est ça la vision. Et quelque part, je crois que ma mère avait raison de considérer ça comme. Elle parlait de ce qu'elle a vu et elle sait de quoi elle parle. Bon, elle n'a pas. Voilà, c'était une femme qui m'a beaucoup appris, mais qui était une personne euh, qui appartenait à son terroir. Je dis, mais qui a peut-être aussi eu un engagement après, du temps pendant la Révolution, parce qu'elle était déléguée des femmes, et qu'à ce titre, elle a rencontré l'ancien président Sankara et tout. Mais quand j'étais enfant, la politique, ça signifiait ça. C'est-à-dire le fait de pouvoir faire au grand jour quelque chose qui est normalement interdit. Voilà, c'est ça. Donc, dans la famille, dans la politique, c'était plutôt mal vu, D'accord. parce que c'est pas quelque chose de bien. Non. Très bien, très bien. Alors, comment, comme vous avez dit, vous êtes donc dans un environnement de personnes dans la paysannerie, et comment va être motivé le fait que bah, vous vous retrouvez finalement, alors j'imagine peut-être en ville, et vous vous retrouvez finalement à aller à l'école au final. Non, mais C'est pas. je Oui, dois préciser, avec cet héritage familial-là, à cause ou grâce à cet arrière-grand-oncle ou cet arrière-grand-père, qui avait mis quand même une barrière vis-à-vis du colonialisme. Parce qu'il avait souhaité qu'on n'ait pas affaire avec ces gens, enfin les colons, quoi. Donc, on n'était pas censé aller à l'école coloniale. Et bon, plus tard, j'ai compris, j'ai compris. Mais ceci dit, il y avait le sens, et ça, c'est mon père qui m'a éveillé à ça, parce que j'étais enfant, il me racontait qui était son père à lui, qui était le père de son père, qui était le grand-père de son père, comment ils sont venus du Ghana jusqu'à l'endroit où on habitait au Occident, je pense au début, au milieu du 19e siècle. Le grand-père de mon père étant enfant, porté sur les épaules de son père, du père de celui-ci. Et donc, voilà, on disait, voilà, notre souche se trouve là-bas. Donc, c'était important d'avoir ces choses-là. Donc, en allant à l'école, bon, je savais qu'il y avait quelque chose à voir avec le passé, à voir avec d'où nous venons, d'où nous venons. Je pense que ça m'a mis un peu quand même sur le chemin quelque part, d'avoir eu ces discussions avec quelqu'un qui n'était jamais allé à l'école, hein, mais qui savait qu'il était important de se rattacher d'abord à la famille et aussi, donc, aussi au passé, d'une certaine façon. Donc, peut-être, hein, peut-être que ça a contribué à faire de moi ce que je suis devenu parce que je me suis posé des questions une fois, même une fois que j'ai été scolarisé. C'est surtout quand je suis arrivé à l'université que ce genre de choses est revenu parce que j'étais étudiant en philosophie. Donc, il y a quand même une discipline, voilà, où, à l'époque, l'Afrique n'était pas là. Donc, moi, mes questionnements, c'est, voilà, si la philosophie, c'est une façon de voir, de concevoir le monde, d'avoir une vision, une explication de la réalité ou de l'univers, quelle est notre part dans cette discipline? Et donc, ça m'a poussé peut-être à faire ce que je fais actuellement, maintenant. Voilà, voilà un peu le début
ce que je pourrais considérer comme étant ce qui m'a poussé, quelque part, intellectuellement, à faire ce que je fais actuellement. D'accord, d'accord. Alors bon, on va aller maintenant un peu droit au but. On va donc vous êtes universitaire et euh, qu'est-ce qu'est-ce qui vous emmène donc à écrire des livres après, j'imagine, vos années universitaires. Qu'est-ce qui vous emmène en fait à devenir, enfin, je vais pas dire écrivain, mais plutôt à travers vos recherches, donc à écrire. Ouais. Ouais. J'ai déjà discuté de cette question avec des amis, avec des proches, hein, très proches avec qui on fait à peu près la même chose. Et récemment, un ami me rappelait, on était dans un groupe d'amis, il me rappelait que, voilà, tu te souviens de ce que tu disais quand tu as commencé à apprendre, enfin, ça concerne la partie égyptologie, quand tu as commencé à t'intéresser à l'Égypte ancienne, tu te souviens de ce que tu nous as dit? Bon, je m'en souvenais. Dit, à l'époque, j'ai cherché un livre qui m'aurait présenté les choses d'une façon cohérente et je n'en trouvais pas. Et donc, j'ai dit, je vais écrire ce livre. Voilà. Ça a été l'Égypte ancienne, un système africain du monde. Avant cela, par exemple, l'Afrique dans la philosophie, c'est pareil, je voulais quelque chose comme ça qui n'existait pas encore. Heureusement, il y avait la philosophie africaine de l'époque pharaonique de Théophile Obenga. Mais je voulais rendre ça, disons, au niveau d'un élève de première. C'était en première, même en seconde, dans certains établissements au Burkina, donc là où j'ai été, quand on commence l'initiation à la philosophie. Donc, je voulais que ce qui se trouvait dans le livre de Théophile Obenga puisse être aussi lu par quelqu'un qui est en première ou en terminale, ce qui n'existait pas de mon temps. Donc, j'ai fait ce livre-là, et ainsi de suite. Donc, finalement, j'ai écrit des livres que j'aurais voulu avoir lus. D'accord. C'est tout. Alors, du coup, en dehors en dehors de vos livres que vous avez donc écrits, euh, avez-vous un auteur ou un livre qui vous a marqué? Ah ben, je dirais qu'il y en a plusieurs. Bon, voilà, par exemple, Nation Agriculture, hein, mais c'est pas. C'est-à-dire, voilà. Moi, à l'époque, et d'ailleurs, c'était bien sur le tard, hein. J'avais fini 2 ans à l'université à Ouaga. Je suis venu en France pour faire une licence de philosophie et c'est dans ces années-là que j'ai découvert Nation Agriculture. Voilà. Ça répondait à peu près à l'essentiel de mes questions. Qui étions-nous avant l'arrivée du colon? Ah, ça, je ne savais pas. Et donc, oui, cet auteur-là. Ensuite, il y en a eu d'autres, les Aimé Césaire, ça a aussi ouvert les yeux. J'ai lu aussi des romans, par exemple, Wole Soyinka, ou Haïkou et Armand, ou Peter Abraham, c'était l'époque hein, de l'apartheid, etc., etc. Donc, voilà. Donc, voici des auteurs qui m'ont marqué. Et surtout, du fait de ma formation en philosophie, je crois qu'on lisait tout. Voilà, on avait intérêt à tout lire. Non, j'ai lu le maximum. Voilà. Y compris parmi les classiques en Europe, avec oui, voilà, les Platon, les Aristote, les Kant, et tout ce qui. Et j'ai surtout cherché aussi à contrebalancer avec ceux qui parlaient de moi. Voilà. Voilà. Donc, j'ai beaucoup lu, j'étais partout où je pouvais apprendre quelque chose. Hein, les questions concernant le monde noir, que ce soit à travers le cinéma, le théâtre et puis d'autres activités culturelles. Voilà. Des rencontres, par exemple, avec des personnes, des artistes, des intellectuels, des écrivains. Oui, j'ai rencontré quand même beaucoup de monde. Voilà. Et dans l'ensemble, professeur, quels sont vos rapports avec les autres auteurs s'inscrivant dans votre mouvance? Donc, j'entends l'égyptologie, etc. Enfin, en tout Disons, cas, oui, on a des rapports de travail. Bon, souvent, parfois, quand ce sont des aînés, moi, je vais vers eux pour apprendre. Et puis, voilà, ils me font comprendre que
Voilà ce que je fais déjà, ou ceux qui savent ils savent que je fais, va dans la bonne direction, ils m'encouragent. Donc, j'ai eu des encouragements de personnages comme ça, quoi. Voilà. Avec d'autres écrivains, j'ai nommé tout à l'heure Haïkou et Armand, un très grand écrivain, l'un des plus grands des écrivains contemporains encore vivants. On a fait des travaux, des choses intéressantes ensemble. Par exemple, je donne des exemples. Il a proposé à un moment donné, quand j'étais allé le voir euh, chez lui, alors, il est né au Ghana, mais il vit au Sénégal. Quand j'étais allé le voir dans sa ville, à Popenguine, il parle de est-ce qu'on pourrait traduire les textes égyptiens, de l'égyptien ancien vers les langues africaines. J'ai dit oui, pourquoi pas. Et personne ne m'avait jamais parlé de choses comme ça. Et oui, on peut le faire. Et il proposait une méthode sur laquelle j'étais plutôt sceptique. C'est-à-dire, bon, il me dit, voilà, on peut se mettre en ligne, on peut le faire en ligne, on fait un petit groupe, on fait le travail ensemble. J'ai accepté, mais je me demandais comment c'était faisable. J'ai accepté parce que c'était un aîné, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui me respectait. Et puis, on a commencé avec un texte, le texte de Siloué, en ligne avec d'autres personnes. Il y avait des personnes qui sont encore au Sénégal, comme le docteur Diallo Diop, par exemple. À l'époque, il y avait quelqu'un qui était au Brésil, le professeur Jacques Depelchen, un Congolais, mais son nom ne l'indique pas. Une jeune dame, Aïcha Haruna Atta, qui était aux États-Unis. Et donc, on a travaillé comme ça avec des gens qui étaient un peu partout. Moi, j'étais en France à l'époque. Et on a traduit le texte de Sinoué, donc de l'égyptien ancien vers l'anglais et le français. Puis de là, dans un certain nombre de langues, l'akan, le kikongo, le kiswahili, le portugais, le wolof, le zoulou. Puis on a fait la même chose avec le paysan plaideur, hein, ça s'appelle Seketipen. On a fait le papyrus Chester Beatty, une histoire d'amour, un poème d'amour. Et enfin, on a fait Ptaotep. Donc, quatre grands textes de l'Égypte ancienne que vous trouvez dans différentes langues africaines, une dizaine de langues africaines, parce qu'on a intégré le Pulaar, par exemple, après, le Zoulou, ainsi de suite. Voilà, donc qu'on peut trouver en allant sur le site de Père Ankh Sénégal, pour tenir. Donc voilà un projet de collaboration abouti avec un auteur, un écrivain qui travaille dans le même paradigme et qui donne des résultats concrets et qui ouvre peut-être, on a fait quelque chose de nouveau, je pense. C'est-à-dire que là, on peut lire, jusqu'à maintenant, on lisait ces textes-là en français, en anglais et en portugais ou en espagnol, dans les langues européennes. Désormais, on peut les lire dans quelques langues africaines. Donc ça, c'est quelque chose que je suis assez fier d'avoir contribué à réaliser. Alors là, bravo, bravo effectivement. Et c'est formidable. Euh, Professeur, avez-vous rencontré Cheikh Anta Diop et si oui, dans quelles circonstances? Non, je n'ai jamais rencontré Cheikh Anta Diop de son vivant. Je dois même dire que je n'ai pris conscience de ce qu'il était que quand il est décédé. Parce qu'à l'époque, et ça va surprendre beaucoup de gens, j'ai commencé la première année d'université en 1984 à Ouaga, Cheikh Anta Diop était là, à Dakar, même pas à 1000 kilomètres de là. Mais pour nous, c'était quelqu'un qui voulait la place de Senghor. Un Senghor qui était tellement bon. Ah, c'était le plus intelligent des Africains. Mais pourquoi quelqu'un veut prendre ça? C'était ça que nous savions de chacun. Tout le reste, et je ne peux pas expliquer pourquoi, alors que nous étions juste à côté. Et en 86, donc 2 ans après, j'étais en deuxième année, et Sankara avait décidé de créer un institut des peuples noirs, IPN, donc il l'a créé depuis. Et le personnage qui devait faire le discours d'ouverture, c'était Cheikh Anta Diop. Donc il avait envoyé un de ses ministres
le contacter dès leur arrivée. Et la personne qui l'a fait, il est toujours là, un Ouaga qui s'appelle Basile Guissou. Il était ministre de l'Environnement à l'époque, quand il est allé voir Cheikh Anta. Ça devait être en septembre 83, donc tout de suite. Donc, l'Institut a été créé en 86, mais en 83, les Sankara sont arrivés en août. En septembre, il a envoyé quelqu'un à Dakar voir Cheikh Anta pour lui parler de cette idée de l'Institut des peuples noirs et avoir son accord de principe. Donc, M. Guissou m'a confirmé cela. Il était d'accord pour l'idée. Finalement, la création de l'Institut s'est faite en avril 86. Cheikh Anta était mort, il était décédé en février de la même année. Et c'est Théophile Obenga qui est venu faire le discours d'ouverture à la place de Cheikh Anta. Et Obenga m'a expliqué après dans quelles circonstances il avait été contacté. Comme ça, très rapidement, par Sankara lui-même, il l'a fait. Et donc, je n'ai pas rencontré Cheikh Anta, mais j'ai pris conscience de l'importance de Cheikh Anta Diop pendant cette conférence. Et notre professeur de philosophie, que je remercie, je ne remercierai jamais assez pour ça, il s'appelle Amadé Badini, le professeur Badini, il est toujours vivant. Il nous avait dit, plutôt que je vous fasse cours sur la philosophie africaine, j'invite à aller suivre les conférences inaugurales et les autres conférences sur la constitution de l'IPN. Et c'est comme ça qu'on a écouté Obenga et d'autres intellectuels africains, africains-américains venant de la diaspora, etc., etc. Donc voilà comment j'ai pris conscience de qui était Cheikh Anta Diop. Donc voilà, à peu près sur le tard, quoi. Et de cette façon. Alors j'imagine que du coup, ça a beaucoup déterminé également l'orientation de vos recherches vers l'égyptologie. Oui, je dirais pas immédiatement, mais peut-être que, comme on dit, les choses mettent peut-être du temps à se déclencher. Parce qu'on était plusieurs là-bas. J'étais avec mes camarades. On n'était pas nombreux à étudier la philosophie à l'époque. On était peut-être une quinzaine. Et le texte que Obenga nous a lu, comment l'existant vient à l'existence, on était tous là, on était contents. Il disait, voilà, c'est un texte écrit par un Africain, noir comme vous, dans une langue africaine, que je vais vous traduire en français. Donc, il lit en français, et on était là, on dit, mais ça ressemble à Aristote. Il y en a qui disaient, moi j'étais dans le groupe des aristotéliciens, il y en a qui disaient ça ressemble à Heidegger. Il était vrai aussi. Donc, c'était de la philosophie. Donc, ça, on pouvait apprécier. Et ça venait d'un Africain. Nous qui ne savions pas que nous étions aussi dans cette affaire-là. Et donc, je crois que le réveil ne s'est pas fait tout de suite. Donc, j'ai expliqué, je suis allé en France l'année suivante. Et puis, en 1996, alors que j'étais étudiant à l'université de Strasbourg, j'avais déjà d'ailleurs soutenu ma thèse de philosophie. J'avais déjà soutenu ma thèse et on était là, on travaillait on avait un groupe de recherche avec des amis. Et celui qui coordonnait ça, un camarade, qui était d'ailleurs même pas dans les sciences humaines, il faisait la géophysique, un gars qui venait d'Angola. Voilà. Et d'autres venaient du Cameroun, du Ghana, du Bénin, de l'île Maurice, du Niger, etc. Donc, on avait ce groupe de réflexion et en 96, il y avait un colloque qui s'organisait à Dakar pour le 10e anniversaire du décès de Cheikh Anta. Et les amis m'ont dit, tu devrais aller là-bas, tu devrais présenter une communication. Donc, j'ai envoyé une proposition de communication à Dakar. Et entre-temps, il me met en contact avec un des fils de Cheikh Anta, que j'ai rencontré à Paris, mais j'ai préféré envoyer mon résumé à Dakar et ils l'ont accepté. Et j'ai été invité à faire une communication pendant ce colloque du 10e anniversaire. Et c'est là véritablement que le déclic est venu. Sur un fait précis, donc, on était allé en marge de la conférence, visiter le laboratoire où Cheikh Anta a travaillé à l'IFAN. Et en sortant de là, il y avait une stèle avec des hiéroglyphes. Moi, je n'en connaissais aucun à l'époque.
Et il y a des amis qui étaient avec nous, qui venaient de Paris, qui apprenaient déjà, et je les voyais qui lisaient, qui disaient, ah, il y a une erreur dans le nom de chèque. Moi, j'étais là comme un aveugle, quoi. Et ça m'a rappelé quelque chose que ma mère disait. J'ai dit qu'elle n'était pas jamais allée à l'école. Elle dit, je vous envoie à l'école, mes frères et moi, pour que vous soyez mes yeux et mes oreilles. Quand je me retrouvais, j'étais devant un truc que les autres voyaient, que je ne voyais pas. Je dis, mais si je raconte ça à ma mère, elle va me maudire. Une fois que je suis reparti, rentré à Strasbourg, j'ai décidé à la rentrée suivante d'aller m'inscrire à l'Institut d'égyptologie pour apprendre à lire et à écrire euh, les médos. Et voilà comment ça a commencé réellement. Voilà. Donc, c'était ça vraiment. Dakar a été pour moi euh, vraiment le déclic. Mais peut-être que ça n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu cet événement à Ouaga. Voilà. Donc, je mets les deux dates ensemble. C'est ça qui m'a un peu mis sur le chemin. Voilà. Aussi Alors, simplement. d'accord, ben, ça tombe bien. Théophile Obenga, professeur Théophile Obenga, votre maître, a dit de vous, avec Yoporika Sommet, diamant de toute luminosité, euh, on a un jeune savant qui est déjà et désormais un grand maître, à l'éclat intact. Que dites-vous en retour de lui? Avant de dire quoi que ce soit de lui, je vais situer un peu le contexte où il a dit ce que vous venez la phrase que vous venez de citer. Donc, ça, c'est suite ce dont je viens de vous parler, donc à Dakar. Donc, je me mets au travail, j'apprends l'égyptien. Et puis, dans les années 2000, je suis invité à une conférence à Paris, qui s'appelle Ankh 2000, donc pour voilà, le journal, la revue Ankh, que je découvrais. Et c'est Cheikh Mbaké qui m'invite à ça. Donc, j'y vais, je vois des gens qui font des communications, j'apprends. Et puis, j'apprends aussi qu'ils font des enseignements à Paris sur l'initiation aux cultures africaines, y compris à l'égyptologie. Et 2 ans après, donc, j'ai rejoint ce groupe, sous l'égide de l'association Kipira. Et on me demande, bon, j'avais quand même appris un peu, on me demande de faire quelque chose sur la philosophie de l'Égypte ancienne. Donc, je prépare une série de cours que je donne en 2002 et en 2003. Et à la fin, quand j'ai fini, donc, le même baquet, il me dit, ah, mais si tu rassembles l'ensemble des chapitres, j'en avais fait 5 sur 2 ans. Ça pourrait commencer à constituer peut-être un livre. Donc, j'ai fait ça. J'ai j'ai écrit une introduction, puis une conclusion, et il m'a dit, il va faire expertiser. Et moi, je ne sais pas, bon, il va donner à quelqu'un à lire. Et après, c'est après qu'il m'a dit, voilà, il a donné mon texte à Théophile Obenga, et un jour, il me tend une enveloppe, il avait corrigé, donc je vois, il a fait des remarques dans le texte que j'ai corrigé, et je vois ce texte qui était la préface. Et c'est là-dedans qu'il dit ça. Donc, je ne m'y attendais pas du tout. Pas du tout. Et donc, j'ai trouvé ça tellement généreux de sa part. Et donc, ce que je dis en retour, c'est ça, c'est mon mentor. C'est celui qui m'a mis le pied à l'étrier, donc je lui dois ça. Et le livre, c'est ça qui a donné l'Afrique dans la philosophie. Et puis, depuis, ensuite, je lui ai demandé une préface hein, de moi-même qu'il a faite. Et c'était la préface à l'Égypte ancienne, un système africain du monde, qui était ma thèse de doctorat d'égyptologie. Voilà. Donc, pour vous dire qui il est pour moi. Très bien, très bien. Alors, doublement docteur en philosophie et en égyptologie, enseigner dans votre propre pays a toujours été un souhait. En tout cas, comme Kizerbo, à qui le politique a interdit d'enseigner, cher Anta Diop, que le politique a éloigné des chaires universitaires, vous aussi avez rencontré des difficultés similaires. Aujourd'hui,
les temps changent. Un tel souhait est-il toujours d'actualité? Enfin, bon, il y a peut-être quelque chose quand même que je voudrais reprendre dans ce que vous avez dit. C'est vrai, j'ai toujours souhaité aller enseigner au Burkina, parce que c'est le pays de mes parents. Je ne suis pas né là-bas, mais quand j'ai grandi là-bas, c'est le pays de mes parents, c'est mon pays. Mais dire que mon pays n'a pas voulu, ce n'est pas tout à fait exact. Ce n'est pas le pays, c'est quelques personnes qui n'ont pas, voilà. Et pour une raison peut-être différente de celle que les Joseph Kizerbo a pu rencontrer ou chez Kanté. Moi, je n'étais pas dans la politique à l'époque. Bon, je n'étais pas. Bon, j'avais milité dans le mouvement étudiant comme tout le monde. Voilà. Et puis, on voulait faire la révolution. Ça, c'était normal. Hein, voilà. Mais les raisons pour lesquelles ça ne s'est pas passé, je pense que, bon, j'étais pas, et je ne suis même pas le seul dans ce cas-là. Voilà, c'est un système qui dysfonctionne. On ne devrait pas laisser ce genre de choses dans les mains d'une ou deux personnes. Ça doit être un comité. Par exemple, je fais une parenthèse, quand j'ai fait une audition pour venir ici à Dedan Kimati, c'était pendant Covid, donc c'était en ligne. Quand je me suis connecté, j'ai vu 12 personnes qui étaient là pour faire l'entretien. Voilà, je pense, et que je suis sorti de là, j'étais heureux, sans connaître la réponse. C'est quand même différent de faire ça que de mettre deux ou trois personnes qui peuvent voilà, accepter ou ne pas accepter parce que, mais sans prendre en compte le fond du dossier. Quoi. Maintenant, on dit les temps changent, mais je ne sais pas si les temps changent en mieux. Voilà. Je ne suis pas sûr. En tout cas, en ce qui me concerne, je crois que c'est plus difficile aujourd'hui que ça ne l'était hier. Pourquoi? 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 Parce que maintenant, dans le pays que nous avons aujourd'hui, on juge les opinions. Et même, je ne dirais même pas ça, on interdit, on fait en sorte que les opinions ne s'expriment pas. C'est impossible. C'est impossible. Donc, ça, c'est impossible pour moi. Et je ne vois pas comment on pourrait contrôler les opinions des gens. Donc, ça, ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Et ceux qui font ça doivent s'arrêter à temps parce que ça sera trop tard. Voilà. Ça me concerne, ça concerne. J'ai des camarades que je connais très bien. On a été à l'école ensemble, à l'université ensemble. Ils ne peuvent pas retourner au Burkina actuellement, au moment où nous parlons. Pourquoi? À cause d'opinions ou de textes écrits dans la presse. On ne doit pas, je veux dire, ça, c'est quelque chose qui ne devrait plus exister. Malheureusement, ça existe. Et ça, ce n'est pas bon pour nous, ce n'est pas bon pour eux, ce n'est bon pour personne. Voilà. Et moi, je souhaite que mon pays tourne cette page. Parce que c'est quelque chose qui nous fait souffrir. Moi, voilà, je n'ai pas envie de parler de ça, mais voilà, c'est très triste d'en être là. Voilà. Après ce qu'on a connu. Et après, et surtout, au regard de ce que le pays vit actuellement, qui est au-dessus de tout ça. Parce que ce sont des dizaines de vies qui sont prises presque quotidiennement. Donc, le plus important, c'est d'amener tous les Burkinabés et tous les amis du Burkina à se serrer les coudes et à aller vers ça. Et les opinions, tout le reste, on verra ça le jour d'après. Voilà, c'est pas le moment, ça, c'est pas le moment de faire ça. Malheureusement, ça, c'est mon opinion. Et je sais que ça peut me valoir aussi une interdiction de séjour ou de voyager, mais je préfère assumer ce que je pense. Voilà. D'accord. Non, mais je comprends. Je comprends mieux. Je comprends mieux. Voilà. Euh, Professeur, le panafricanisme en tant que mouvement prône le retour en Afrique, de façon générale. Selon vous, les Africains doivent-ils nécessairement bâtir, voire investir dans leur pays ou continent? En fait, ça, c'est un aspect du panafricanisme qui est peut-être situé dans l'histoire. Voilà.
à la fin du 19e ou au début du 20e siècle avec le mouvement Back to Africa de Marcus Garvey, mais qui répondait à une situation bien spécifique. C'était ça, on peut dire, aux origines du panafricanisme. À présent, je crois que le panafricanisme a pris un autre contenu qui est peut-être même plus proche du mot. L'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique est un tout. Bon, c'est ça, c'est un préfixe grec qui veut dire le tout. L'Afrique est un tout et doit être aussi politiquement un tout, c'est-à-dire un espace unifié et politiquement, économiquement, diplomatiquement, militairement, etc., économiquement, etc. Et donc, c'est peut-être ça, et bien sûr libre, indépendante, souveraine. Maintenant, est-ce que ça signifie que les Africains ou les personnes d'origine africaine doivent investir en Afrique qu'ailleurs? Bon, ce serait mieux qu'elles le fassent en Afrique en priorité. Ça ne les empêche pas de le faire ailleurs, mais si nous ne le faisons pas, nous-mêmes, pour notre pays, pour notre continent, qui d'autre le fera? Des gens pourraient le faire, mais pour tirer les avantages que cela leur apporte et les ramener ailleurs. Alors que si vous êtes africain, que vous le faites, ou si vous avez un rapport avec l'Afrique très solide quand vous le faites, pour que les résultats de votre investissement soient réinvestis sur place en Afrique et contribuent au bonheur bon, des Africains qui ont quand même été malmenés au cours du millénaire qui est passé. Voilà, donc je verrais plutôt les choses comme ça. D'accord. Pensez-vous que l'écrivain a un rôle particulier à jouer dans la société? Oui, l'écrivain est le fils de sa société. Et donc, je dirais qu'il a un rôle, il a même un devoir vis-à-vis de la société, parce que dans son travail d'écriture, euh, il peut voir ce qui se passe dans la société sous un angle peut-être plus raffiné que le commun des citoyens. Il peut mettre le doigt sur ce qui ne va pas en vue de faire en sorte que les choses aillent mieux, n'est-ce pas? Il peut aussi, en voyant ce qui se passe, prévoir ou prédire, même de façon, sous forme de fiction, ce qui pourrait arriver si les choses continuent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup d'écrivains africains, malheureusement, sont obligés de vivre dans les sociétés, enfin, sont obligés de partir, de s'exiler. Voilà, ça, c'est pas moi c'est pas moi qui le dis. On a beaucoup d'exemples comme ça. Mais c'est encore une fois, s'il fait correctement son travail, il doit aussi ouvrir les yeux sur sa société et amener sa société aussi à se questionner, à se remettre en cause et à aller de l'avant. Voilà, donc son rôle social, c'est aussi ça, c'est de porter la société et de faire en sorte de contribuer à l'effort, d'aller plutôt de l'avant en tenant compte de ce qui se passe, en tenant compte aussi de ce qui se passe ailleurs, puisqu'il est censé savoir aussi avoir une connaissance du monde, et aussi en, en tout cela en fonction, en tenant compte d'un certain vécu aussi de la société. Parce qu'il y a des choses qu'on veut maintenir. Et pour les maintenir quelque chose, il faut d'abord se connaître. Il faut savoir si ça a marché dans le temps ou pas. Si ça a marché, est-ce que ça pourrait marcher encore pour le futur? Donc, il y a tout ça. Donc, je pense qu'il a un rôle à jouer et la société devrait euh, prêter attention à cela. Que ce soit un écrivain qui écrive des faits qui se déroulent ou que ce soit de la fiction et c'est comment on dirait, c'est une sorte de vigile ou de veilleur de nuit. Voilà, je crois qu'il y a un poème de Agostino Neto qui s'appelle comme ça, un veilleur, un veilleur. D'accord. Professeur, euh, un autre projet d'écriture ou un projet d'écriture en cours? Oui, oui, bien sûr. Plusieurs, mais celui dont je vais parler, c'est sur une notion de l'Égypte ancienne
c'est très complexe, peut-être même très compliqué. Maths, voilà, qui touche plusieurs domaines. Donc, c'est la cosmogonie, c'est-à-dire l'univers, ce qui se passe dans l'univers. C'est la société, c'est les règles de la société, c'est-à-dire les rapports entre les êtres humains, hommes-femmes, les rapports entre les personnes âgées et les adultes, les enfants, les rapports entre voilà, ceux qui viennent, nous et les autres, c'est-à-dire les natifs, les nationaux et les étrangers qui peuvent se trouver dans le pays en question. Ça peut être aussi la question de la gouvernance, parce que Maat est aussi là. Hein, et ça vient même d'un système politique euh, où il y a beaucoup d'égyptologues d'ailleurs s'étonnent de ce que Maat apparaisse dans un système aussi hiérarchisé, hein, aussi pyramidal. Parce que, voilà, comment expliquer ça? Et puis, c'est une notion qui concerne aussi euh, euh, la vie d'après. Voilà. Parce qu'il savait que quand la vie d'ici-bas était finie, tout n'était pas fini, ça continuait là-bas, et que ce qui continue là-bas est la conséquence ou le résultat de ce qui s'est passé ici. Donc, on doit passer, dire, voilà, est-ce qu'on a vécu selon Mahat ou pas? Et si oui, voilà, on peut euh, espérer vivre pour les millions d'années dans l'autre monde. Donc, je vais écrire quelque chose sur cette notion en prenant en compte les différents aspects que j'ai soulignés. Voilà. Donc, ça, c'est un projet en cours. Voilà. D'accord, très intéressant. Et je Et voudrais que d'ailleurs, ce soit accessible à tout le monde. Ça ne sera oui, pas destiné aux universitaires ou aux spécialistes, ils savent déjà. tout à fait. Surtout qu'aujourd'hui, c'est une notion que beaucoup d'Africains, parce que maintenant, l'Égypte antique intéresse maintenant la jeunesse africaine, et c'est une notion effectivement qu'il faudrait bien éclaircir et surtout par des spécialistes, parce que souvent on a une notion on a une seule notion de la maths a priori qui revient, c'est une notion un peu je vais dire un peu la vision qu'on a de l'Ubuntu et cette notion d'harmonie et autres, mais je pense que la maths, ça va au-delà. Ça. C'est Euh, cela, mais il y a un lien certainement avec Ubuntu. Mais moi, je vais le faire à partir des textes. c'est Voilà, ça. je tire ma définition ou mon explication ou mon analyse à partir de tel texte. Et ensuite, je pourrais montrer comment il y a ou pas des liens ou une continuation avec l'Ubuntu, tel que les sociétés bantoues le mettent en œuvre, notamment ce qui a été fait en Afrique du Sud. Et même aussi, à côté de là où je suis, une notion qui a été appelée Ujamaa, c'est-à-dire le fait de faire famille et de vivre selon les règles voilà, de, la, de la communauté. Donc, rattacher ces trois notions, donc Maat, Ubuntu et Ujamaa, ce serait quelque chose. Voilà, c'est ça un peu le projet. Intéressant. En tout cas, courage et j'espère que Oui, ça va se ça faire. aboutira. Je pense que ça va se faire. D'accord. C'est en Euh, train. Tout à l'heure, vous disiez justement, ça m'a intéressé. Tout à l'heure, vous parliez de traduire notamment des textes égyptiens dans les langues maternelles, hein, si j'ai bien compris, Dans les langues africaines, oui. africaines, voilà, dans les langues africaines. Alors, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que en tant que nous, alors, Etibla, c'est aussi une maison d'édition, et nous encourageons justement les Africains à écrire dans leur langue maternelle. Et du coup, ça a attiré mon attention quand vous en avez Oui, parlé. Et oui, je me moi, dis, ça, c'est quelque chose que Madame Diop, hein, oui, la femme de Cheikh Anta Diop, que j'ai eu la chance de connaître. Je n'ai pas connu Cheikh Anta, mais j'ai bien connu sa femme. Elle me disait tout le temps la même chose. Ça, quand vous écrivez quelque chose, elle me dit, faites une édition bilingue. La page de gauche, vous écrivez en français.
Voilà, comme ce que vous savez, vous faites déjà. Et dans la page de droite, mettez ça dans votre langue. Voilà, c'est ça. J'ai ça dans un coin de ma tête. Je vais le faire aussi. Mais concernant les textes de l'Égypte ancienne, quand même, c'est de savoir qu'on peut lire les trois ouvrages que je vous ai cités en Wolof, en Pula, en Kiswahili, en Kikongo, en Hausa et en Zulu. Ça, c'est bon. Voilà, ça, c'est ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Il est souhaitable de continuer. Par exemple, hein, je prends le récit de Sinoué. Il est déjà traduit en Kikongo et il est traduit en Kiswahili. On peut utiliser celui qui connaît le Kiswahili et qui connaît le Kikuyu, par exemple, ben, traduit en Kikuyu ou, ou dans une autre langue, ainsi de suite. Donc, je pense qu'on a préparé un peu le terrain pour que ces choses-là s'accélèrent, se diffusent. Moi, j'ai foi que ça va se faire et que nous allons le faire. Tout à fait. En tout cas, voilà, nous on est, moi, dans notre maison d'édition, on encourage cela. Donc, je ne peux que vous encourager et encourager cette démarche-là. Encourager cette démarche. Professeur, s'il vous était donné la possibilité de choisir une époque dans laquelle vivre, laquelle choisirez-vous? Dans laquelle j'aurais souhaité vivre. Oui, OK. Alors, ce serait par exemple, je vais dire, la troisième dynastie pharaonique, c'est-à-dire l'époque de Djoser. C'est le 26e siècle avant JC, à la période de la construction de la première pyramide à degrés de Saqqara, qui est toujours là, par ce très grand monsieur, qui s'appelle Imhotep. Et c'est aussi l'époque où je crois que ce qu'on peut appeler la philosophie politique de l'Égypte ancienne, s'est affirmé d'une façon dont nous continuons d'hériter, par exemple. C'est-à-dire, c'est l'époque où le roi, donc Narmer, pardon, Djoser d'ailleurs signifie le saint. On se demande pourquoi. Il prend un nom comme ça. Et il insiste, c'est-à-dire son nom, Horus, le nom de règne. C'est quand tu montes au pouvoir, tu prends un nom de règne. Le nom de règne, c'est Netcheriket, c'est-à-dire celui au corps divin, celui dont le corps est divin. Et il a son nom d'Horus d'or, qui est Ra-Noub, soleil d'or. Soleil d'or. Donc, la royauté est associée à l'astre solaire. Et alors, c'est ce que nous continuons de faire aujourd'hui. Par exemple, le Morona, le pays dont je viens, Ashanti Hene, le roi des Ashanti, c'est pareil, aussi bien l'or que le soleil. Donc, il s'est passé quelque chose pendant cette période-là que, bon, moi, j'aurais voulu connaître, quoi. Donc, si j'avais la possibilité, c'est là que je serais allé voir. Voilà. D'accord. Et s'il vous était donné la possibilité de choisir enfin, l'opportunité plutôt d'avoir un entretien avec un personnage historique, qui Bah, ce serait choisiriez-vous? un personnage de cette époque-là. Et là, c'est une dame qui s'appelle Keredou Ankh. On connaît son nom, Keredou Ankh. Ça veut dire les enfants sont vivants, ou les enfants vivent, ou les enfants sont en vie, ou vivent les enfants. Voilà, ça c'est le nom de cette dame-là. On ne sait pas beaucoup de choses. On sait peu de choses d'elle, mais on sait qu'elle a été, donc elle a vécu dans le 26e siècle avant JC, donc vers moins de 1600. Et elle a eu le statut de divinité. Elle a été divinisée à la basse époque, au 6e siècle avant JC. C'est-à-dire 2000 ans avant, après, pardon, 2000 ans après, par le peuple de la basse Égypte et de la basse époque, pardon. Et cette dame-là, donc, j'aurais voulu savoir qui elle était, comment elle a élevé son enfant. Donc, c'est la mère du fameux Imhotep.
hein, de l'architecte qui a construit la pyramide, la première pyramide en pierre taillée. Euh, et il n'était pas que ça, il a été aussi médecin, hein, il était vizir, bon, c'est un poste politique, une position politique. On pense que ça correspond au premier ministre du roi du Serre. Il était grand juge et il était grand prêtre aussi. Donc, bon, on connaît un peu on sait que le père était architecte aussi, canéphère, ça s'appelait comme ça. Mais la mère, on ne sait rien. On ne sait même pas si elle savait lire et écrire. Mais moi, j'aurais voulu, si j'avais la possibilité, parler avec cette dame, cette grande dame, pour comprendre comment elle a pu, et donc elle a été divinisée en même temps que son fils, 2000 ans après. Comment elle a fait pour donner à l'Afrique et au monde un tel génie. Bon, c'est ça, quoi. Vous pouvez nous rappeler le nom? Keredou Ankh. D'accord. Keredou Ankh. Keredou, ça veut dire les enfants. C'est le pluriel de Kered. Kered, c'est un enfant. Keredou, c'est le pluriel. Et Ankh, c'est vivre. Voilà, Keredou Ankh. Il y a une statue d'elle, une très belle statue d'ailleurs au Louvre. Si vous allez au Louvre à Paris, il y en a une, il y en a une aussi au Metropolitan Museum à New York. Où on voit avec les tresses, vous voyez, voilà, c'est les gens qui ne savent pas comment étaient les anciens Égyptiens, mais il faut aller voir cette dame. Voilà. Avec les tresses que les femmes portent toujours, même encore aujourd'hui ici, dans les rues de Nieri et d'ailleurs. Voilà. Je comprends. En effet, c'est vrai que euh, on ne peut pas imaginer un tel génie sans l'apport de la La mère. maman, c'est la maman. Bon, le père était bon, mais je crois la maman, oui, comme ça, c'est toujours comme ça. Ça a toujours été comme ça. Donc, j'aurais plutôt préféré discuter avec la maman qu'avec le fils ou avec le papa. Voilà. Donc, D'accord. ce serait ça mon souhait. Très bien, très bien. Voilà. Professeur, nous avons tous peur de quelque chose. On aimerait avoir, en tout cas, on aimerait savoir quelle est votre plus grande peur. Ma plus grande peur, je pense, c'est celle de beaucoup de gens. En tout cas, c'était celle des Égyptiens anciens. C'est-à-dire qu'ils expliquent l'origine de l'univers par une sorte de chaos primordial, quoi, le Nun. Voilà. Donc, et leur crainte, c'est que le monde créé la barque de Ré sombre de nouveau dans l'état d'une organisation de chaos, comme on peut le voir dans beaucoup d'endroits d'Afrique, dans ce chaos-là. Moi, ma grande peur, c'est ça, que l'Afrique, en tant qu'entité, sombre dans cette chose-là. Et si nous ne faisons pas attention, nous sommes menacés de ça. Si nous nous unissons pas à temps, ça peut arriver. Regardez un peu ce qui se passe autour de nous. Et même il y a des gens, il y a des individus qui peuvent créer le chaos pour les autres et aussi pour eux-mêmes. Donc, pour échapper à ça, nous devons trouver une stratégie. Et cette stratégie, c'est de se mettre ensemble. Voilà. Être, parce que c'est ça, être une force telle que les autres ne fassent rien contre nous. Voilà, c'est ça. Ils ne vous respectent pas, mais ils respectent la force que vous pouvez déployer. Ce n'est pas le cas aujourd'hui pour tout le continent. Nous disons que nous avons des pays et tout ça, aucun de ces pays-là ne peut résister. Je veux dire, nos pays ne feraient pas ceux qui sont les architectes du chaos. Voilà. Mais si nous nous mettons ensemble, ils vont peut-être voir les choses autrement. Et donc ça, il faut le faire en fonction de ce qui arrive de nous. Voilà. Vous avez presque répondu à la question suivante, mais je vais quand même la poser. Alors, Oui. de manière générale, êtes-vous inquiet pour l'avenir de l'humanité? Oui, et plus que jamais. Parce qu'est-ce qui se passe? Mais on dirait que nous retournons à l'état de nature. C'est quoi l'état de nature? C'est celui qui a la force
que voilà, c'est celui qui a droit à tout. Est-ce que c'est parce qu'on voit aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un droit des nations ou un droit des peuples ou un droit international? Je pense que ça, ce sont des mots. Donc, euh, s'agissant de nous autres Africains, quand même, on ne doit pas continuer d'être la victime de. Et si nous continuons à l'être, c'est que nous continuons, nous participons nous-mêmes à notre malheur. Parce que quelque chose pourrait nous sauver de ça si nous renonçons à nos égoïsmes pour nous mettre ensemble, simplement. Voilà, on dit l'Afrique désormais parle d'une seule et même voix. Voilà. Et qu'il n'y a pas de, il y a pas de sommet Chine-Afrique ou Russie-Afrique ou France-Afrique ou Italie-Afrique ou Suisse-Afrique. Non, c'est si nous nous mettons ensemble, eh bien, nous devenons le premier espace. Plus de 30 millions de kilomètres carrés. Et il n'y a pas un ensemble à part l'Asie, mais l'Asie, c'est c'est plusieurs sous-continents qui puissent tenir tête. Voilà. Euh, donc, moi, je pense que c'est mon plus grand espoir, ce serait que nous arrivions à cette étape-là, qui ne devrait pas être si difficile en raison de ce qui nous est arrivé. Hein. Parce que même si nous ne partageons rien, nous n'avons rien en commun. Il y a des gens qui disent, voilà, bon, l'Afrique, elle est diverse, il y a les Afriques. OK, mais toutes ces Afriques-là ont subi le même sort. Donc ça pourrait nous unir, même si tous nous sommes tellement différents. Mais le malheur devrait quand même nous réunir. Mais même ça, même le malheur ne nous réunit pas. Mais enfin, qu'est-ce qui va nous rester? Voilà. Donc, mon espoir, c'est ça, que nous mettions ensemble, enfin. Non pas pour créer le chaos chez les autres, mais pour nous protéger. Et donc, alors, du coup, en tant qu'aîné, à cette jeunesse africaine, comme je le disais, qui est quand même en manque de repères, de modèles, même si effectivement aujourd'hui on est dans un monde globalisé, mais fondamentalement les jeunes, à vrai dire, les jeunes Africains ne sont pas, en tout cas, ont encore besoin de modèles. Et quels conseils pourriez-vous donner à cette jeunesse dans les choix qui s'offrent à lui ou les choix qu'il devrait faire? Alors, bah, ce que je pourrais donner comme conseil, c'est ce qui a déjà été donné, par exemple. Vous savez que quand Cheikh Anta est décédé en 86, au moins dans les établissements du Sénégal, ça c'est ce qu'on sait, et c'était une bonne chose d'avoir fait ça. On a fait lire la préface qu'il a écrite pour le livre de Théophile Obenga qui s'appelle L'Afrique dans l'Antiquité. Et c'est dans cette préface qu'il dit armez-vous de sciences jusqu'aux dents à la jeunesse. Voilà. Donc, moi, c'est le conseil que je réitérerai euh, au nom de Cheikh Anta. Et aussi parce que je crois que c'est ça, avoir la connaissance directe, qui est peut-être plus difficile. Cette démarche est peut-être plus difficile aujourd'hui que quand nous avions 20 ans. On n'avait pas Internet, donc on était obligé, pour connaître quelque chose, d'aller dans une bibliothèque. Aujourd'hui, c'est cette facilité-là que bon, ça peut aider les gens qui veulent connaître, parce qu'ils ne se contentent pas que de ça, mais ça peut aussi être un piège. Voilà. Donc, il faut aller vers l'information qui est vérifiable, qui est vérifiée. Et bon, dans les livres, on peut aussi voir n'importe quoi, hein, mais c'est celui qui est habitué à lire qui fait la différence entre toutes les nuances. Et donc, ce n'est pas celui-là qui va se contenter des réseaux sociaux pour s'informer. Donc, le conseil, ce serait ça. Allez à la vérité, cherchez la réalité, instruisez-vous et puis ayez confiance en vous. C'est ce que je dirais. Très bien. Mais en tout cas, merci infiniment.
je dis encore merci, professeur, parce que j'ai souhaité avoir cet entretien avec vous. Euh, je vais dire, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés. Vous êtes une personne ouverte et vous avez accepté très rapidement cet échange-là, même si après, il y a eu des circonstances qui ont fait qu'on Oui, décale la date. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai pu réaliser cet entretien et en espérant que, en tout cas, de tout ce qu'on a pu, tout ce que vous avez pu dire là, j'en pourrais discuter longtemps, mais pour moi, l'essentiel vous concernant a été dit, qui pourrait, en tout cas, aiguiller cette jeunesse dans le cadre de votre expérience que vous avez donc, dont vous nous avez fait part là. Donc, une fois de tout cas, plus, professeur, c'était un réel plaisir pour moi de discuter, d'avoir cette discussion avec vous. Voilà, simplement une discussion à bâton rompu, avec quelques éléments factuels. Les jeunes, s'ils le souhaitent, peuvent aller vérifier. Voilà. Et donc, je voudrais aussi vous remercier pour ce que vous faites. Donc, c'est un travail d'éveil, de diffusion, mais aussi de conscientisation. Voilà. Et nous avons besoin de former, comment on va dire, une chaîne et de travailler en réseau pour faciliter la diffusion de ce que nous considérons comme étant, comme valant la peine d'être su. Voilà, c'est ça. Dans le flot d'informations qui nous envahit tous les jours. Et donc, merci à vous pour ce travail que vous faites également. merci. Très Merci bien. beaucoup. Merci. Et bonne continuation. Merci, professeur. Je vais vous libérer et bonne continuation à vous aussi OK. et surtout dans vos travaux, notamment enfin tous les travaux qui sont en cours, comme vous l'avez dit, parce qu'il y en a Ouais. plusieurs. Ouais, ouais, Voilà. le prochain, ça sera sur maths et après, ça sera sur d'autres aspects. Voilà. On aura l'occasion, j'espère, d'en discuter comme on l'a fait D'accord. aujourd'hui. Très bien. Merci Merci, beaucoup. merci Merci encore. beaucoup. Voilà. Au Merci. revoir.